tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. À Fès, Sa Majesté le Roi lance le programme de valorisation des activités économiques et d'amélioration de vie dans la Médina de Fès 2020-2024. Un programme de 670 millions de dirhams et de nouvelle génération pour la sauvegarde et la pérennisation des métiers traditionnels et la promotion des conditions de vie des citoyens. À la 8e conférence ministérielle du dialogue 5+5 sur la migration et le développement tenue à Marrakech, le Maroc appelle à refonder la coopération en matière de migration sur la base d'un consensus politique structurant. Et puis nous irons à Casablanca à la rencontre d'une femme à la fibre entrepreneuriale. Wassila Dahour est une passionnée qui mène une aventure réussie dans ce secteur où les Marocaines sont toujours peu représentées. Fès, première escale de ce journal. Fès, où Sa Majesté le Roi a lancé cet après-midi le programme de valorisation des activités économiques et d'amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès 2020-2024. Un programme de nouvelle génération qui vise la sauvegarde et la pérennisation des métiers traditionnels et la promotion des conditions de vie des citoyens. Ce programme de 670 millions de dirhams témoigne de la volonté constante du souverain de préserver le cachet architectural et historique de la Médina, de la capitale spirituelle, et de promouvoir le rayonnement de cette cité millénaire inscrite en 81 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ce programme qui concerne 1197 sites porte sur la restauration et la réhabilitation du patrimoine historique de la Médina de Fès, la requalification et la mise à niveau des espaces urbains. Sa Majesté le Roi a également présidé la cérémonie de signature de la convention de partenariat et de financement relative au programme de valorisation des activités économiques et d'amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès 2020-2024. Nous y reviendrons pour le développement dans nos prochaines éditions. Le siège du Parlement abrite une série de manifestations à dimension africaine sur un éventail de sujets, le transport, le commerce ou encore la protection des données personnelles. Une rencontre continentale qui intervient dans le cadre de la dynamique marquant les relations de coopération liant le royaume à ses partenaires du continent. Mohamed Wahibi, Omaïma Rabi. Le 30 janvier 2017, le Maroc réintègre l'Union africaine. Un retour qui jette les fondements d'une coopération sud-sud solidaire et mutuellement bénéfique. Et c'est dans cette optique que le Royaume prend part au Parlement panafricain. Encouragement des investissements, échanges commerciaux, intensification des relations et libre-échange sont le credo de sa stratégie. Donc je pense que nous, en tant que parlementaires et représentants des peuples africains, notre rôle est de suivre, proposer des lois qui arrangent les populations et faire en sorte que ces lois soient appliquées. Surtout aujourd'hui, on est en train de parler de la libre-échange. Je pense que nous, en tant que parlementaires, on doit s'investir auprès des gouvernements. La future zone africaine de libre-échange devrait constituer une passerelle pour booster les échanges interpays africains et donc donner un véritable coup d'accélérateur à l'économie du continent. Le Maroc a des expériences à partager avec le reste du continent dans le cadre de cette zone de libre-échange, notamment toutes les évolutions logistiques qu'a connu le pays avec le port de Tangemed, avec les infrastructures autoroutières, le rail et l'ensemble des infrastructures logistiques que le Maroc est prêt à partager. La ZLECA, la zone de libre-échange, c'est le fruit d'un accord signé par 52 pays africains. Entrée en vigueur il y a tout juste 3 mois, elle vise à augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 3 ans. Marrakech, à l'heure de la 8e conférence ministérielle du dialogue 5+5 sur la migration et le développement. Une rencontre de haut niveau qui vise à définir un cadre d'action global, consensuel et équilibré en Méditerranée occidentale, portant sur la question migratoire dans ses différentes dimensions. Le Maroc est ainsi appelé à une structuration d'une bonne gouvernance à l'échelle de ce groupement régional qui peut être le précurseur d'un consensus bicontinental. Amina Al-Mu'tasim Bilal Bouazabi, Mounia Marouche.
La rencontre 5+5 de Marrakech, sanctionnée par une déclaration en 5 axes. D'abord, la coordination des politiques nationales de migration. Ensuite, la facilitation de la migration régulière. Troisièmement, l'établissement des liens entre migration et développement. Quatrièmement, la lutte contre la migration irrégulière. Et enfin, l'établissement d'une politique d'intégration des migrants réguliers. Les ministres des Affaires étrangères de 10 pays méditerranéens et des représentants des organisations régionales et internationales ont tenté de parvenir à des solutions réalistes et pragmatiques à la question migratoire dans toutes ses dimensions. Il faut continuer à travailler pour combattre l'immigration irrégulière. Nous le faisons d'une façon très coopérative, l'Espagne et le Maroc, mais très important pour nous de bâtir des stratégies et des actions communes pour faciliter la migration régulière. Gérer les flux migratoires, faciliter l'intégration des migrants et préserver leurs droits, cela nécessite, selon les participants, la coopération stratégique entre l'ensemble des pays méditerranéens et de leurs partenaires. Cette rencontre est la première du genre qui rassemble des ministres des Affaires étrangères sur la migration et le développement, même si c'est la 8e édition. Une rencontre qui se tient à Marrakech, ville où a été adopté le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en 2018. Le Maroc ne cesse de mettre en avant sa politique humaniste en matière de migration et de lutter contre les réseaux de trafic d'êtres humains. En 2018, près de 75 000 tentatives d'immigration irrégulière ont été mises en échec et quelques 20 000 candidats à l'immigration clandestine ont été secourus en mer par la marine royale marocaine. Retour à présent sur les développements de l'activité royale à Fès, où Sa Majesté le roi Mohammed VI a lancé le programme de valorisation des activités économiques et d'amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès 2020-2024. Un programme de 670 millions de dirhams. Les développements avec Mohamed Lishkar. Poursuite de la dynamique de restauration et de réhabilitation de l'ancienne Médina de Fès sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI. À travers tout un programme de valorisation des activités économiques et d'amélioration du cadre de vie au niveau de la Médina. Un programme nouvelle génération étalé sur la période de 2020-2024. Un programme qui mobilise des investissements de l'ordre de 670 millions de dirhams et qui témoigne de la volonté constante de Sa Majesté le roi Mohammed VI de préserver le cachet architectural et historique de la Médina de Fès et de promouvoir le rayonnement de cette cité millénaire inscrite depuis 1981 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Par la suite, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de signature de la Convention de partenariat et de financement relative au programme de valorisation des activités économiques et d'amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès pour la période 2020-2024. Ces bâtiments ont des portées et des dimensions à caractère culturel, à caractère social et surtout à caractère économique. L'objectif étant d'améliorer les conditions de travail des artisans et des commerçants et d'améliorer les conditions d'habitabilité dans la Médina de Fès. Sa Majesté le roi Mohammed VI a ensuite visité le chantier de restauration du Fondouk Al-Kharaj Fiyin, un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire de mise à niveau de la Médina de Fès, dont la convention de partenariat et de financement avait été signée sous la présidence de Sa Majesté le Roi le 14 mai 2018 à Rabat. D'un coût global de 6 millions de dirhams, le projet de restauration du Fondouk Al-Kharaj Fiyin devra, au terme des travaux, participer à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine historique, à la promotion des métiers artisanaux dans les fondouks et à l'amélioration des conditions de travail des artisans. Pas de baisse de régime pour le Bureau central d'investigation judiciaire qui vient de démanteler une cellule terroriste s'activant dans la ville de Sidi Slimane et composée de 4 éléments partisans du groupe dit État islamique. Ces individus sont âgés de 23 à 51 ans.
Un communiqué du ministère de l'Intérieur précise que cette opération s'est soldée par la saisie d'appareils électroniques, d'armes blanches de gros calibre, d'un treillis militaire et d'un masque ainsi que de plusieurs manuscrits prouvant l'adhésion des suspects à la pensée de Daesh, dont un texte d'allégeance à l'ex-calife autoproclamé. Les premières investigations ont révélé que le chef de cette cellule terroriste, qui avait été arrêté en 2014 en vertu de la loi antiterroriste dans le sillage du démantèlement d'une autre cellule terroriste s'activant dans l'embrigadement et l'envoi de combattants aux factions terroristes en Syrie et en Irak, avait recruté les éléments de sa cellule, adeptes de la même pensée extrémiste, et avaient planifié ensemble de commettre des projets terroristes visant à porter gravement atteinte à la sécurité des citoyens et à déstabiliser l'ordre public. Plus de 3000 morts, 90 000 contaminations à travers le monde. Le très menaçant coronavirus ne connaît pas de frontières. C'est ce qu'en tout cas prévient l'OMS, qui a relevé son degré maximal de la menace en appelant tous les pays encore épargnés à se préparer à l'arrivée du Covid-19. En Corée du Sud, le nombre des cas explose au moment où l'Europe cherche à apporter une réponse coordonnée face à des contaminations galopantes. Les toutes dernières informations font état d'un premier cas confirmé en Arabie Saoudite, information donnée officiellement par Riyad, et d'un premier cas également confirmé au Sénégal. Le point de la situation dans les autres pays avec Boubkar Benghaprit. Après la Chine, la Corée du Sud est le pays le plus touché. 500 cas ont été recensés ce lundi et 4 nouveaux décès pour un total de 4000 contaminations, dont 22 morts. On reste en Asie où l'Iran annonce 12 nouveaux décès, ce qui porte le total à 66 morts. En Europe, le niveau de risque a été relevé de modéré à élevé par le Centre européen de prévention et de contrôle. En France, nouveau foyer aigu de la contamination en Europe, on recense 130 cas et 3 morts. Salon du livre annulé, semi-marathon de Paris reporté et musée du Louvre fermé. On est quelques jours sur Paris, donc on espère pouvoir y retourner avant la fin de la semaine. Après, on espère que ça ne touche pas d'autres lieux, parce qu'on a pris des réservations pour le musée Grévin, la Tour Eiffel, alors on espère que ça ne va pas toucher d'autres lieux pour profiter de notre séjour. C'est un monument intéressant à visiter pour les touristes et les étudiants. C'est bien dommage qu'il soit fermé aux visiteurs. En Allemagne, le nombre de personnes contaminées a presque été multiplié par 2 pendant le week-end, atteignant le chiffre de 129. Après l'Irlande, le Luxembourg et l'Arménie, la République tchèque annonce son premier cas d'infection. Plus de 120 cas de contamination au niveau coronavirus ont été confirmés en Espagne, 8 en Belgique. Aux États-Unis, 2 décès ont été enregistrés. Le virus grippe l'économie, l'épidémie fait redouter une crise économique d'ampleur planétaire. Les marchés ont subi leur plus forte dégringolade depuis la crise financière de 2008. L'épidémie bouleverse aussi le calendrier sportif. Le Grand Prix de moto du Qatar, prévu le 8 mars, a été annulé et celui de Thaïlande reporté. En Italie, plusieurs... Ankara accentue la pression sur l'Occident dont il attend davantage l'appui pour obtenir une trêve en Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan affirme que des millions de migrants se rendraient en Europe après l'ouverture des frontières, depuis que la Turquie a justement ouvert vendredi ses frontières avec l'Europe. Plusieurs milliers de personnes se sont ruées vers la Grèce. Une situation préoccupante pour les Européens qui redoutent une nouvelle crise migratoire majeure semblable à celle de 2015. Loin du vieux continent, les Philippines ont annoncé un agent de sécurité qui avait pris ce matin en otage au moins une trentaine de personnes dans un centre commercial de Manille. Tirant sur l'une d'elles, s'est rendu sans autre violence à la police en fin de journée, sous l'œil des médias. Le preneur d'otages est sorti du centre commercial, maîtrisé par des policiers lourdement armés. Il a été autorisé à s'adresser brièvement aux journalistes. Il s'est plaint d'avoir été maltraité par ses employeurs. Le programme intégré d'appui et de financement aux entreprises suscite toujours autant d'engouement. À Casablanca, le Centre des jeunes dirigeants a organisé une rencontre autour du programme Intelaka, dont le but est de soutenir financièrement pas moins de 13 500 très petites et moyennes entreprises annuellement pour générer 27 000 emplois par an. Sarah Katir.
C'est une rencontre de communication autour du programme intégré d'appui et de financement des entreprises que le Centre des jeunes dirigeants a organisé à Casablanca. L'occasion pour les porteurs de projets et les entrepreneurs de se familiariser avec les objectifs et les volets du programme Intelaka. C'est une occasion pour les entrepreneurs. C'est un événement ouvert au public. Alors tous les entrepreneurs auront une occasion pour poser les questions et savoir à qui s'adresser en premier et c'est quoi le processus à faire. Au-delà de l'acte de financement et au-delà de la simplification des procédures, le programme englobe le suivi et l'accompagnement des porteurs de projets. C'est important d'être présent dans ce genre de manifestation pour avoir accès à l'information. Et puis la deuxième phase, c'est la phase de l'action et de l'engagement. Donc cette deuxième phase-là, c'est notamment une phase où on a besoin de moyens, et notamment de moyens financiers. Donc c'est important d'être accompagné par des associations professionnelles qui nous permettent d'avoir les moyens de nos rêves, de nos idées, de nos actions. On a choisi de présenter le projet Intelaka, en fait pour être présent par rapport à nos membres, et on a fait une séance publique ouverte au public pour pouvoir présenter le projet Intelaka, pouvoir les déclinaisons de le projet envers les TPE, envers les auto-entrepreneurs, envers les sociétés. C'est donc un dispositif efficace d'appui à la création de l'entreprise qui est mis en place avec le programme Intelaka, ce qui favorise la création d'emplois et de richesses. Et parmi ces porteurs de projets, des femmes, car l'entrepreneuriat féminin est un facteur de développement. Je vous propose ce portrait de Wassila Dahour, chef d'entreprise de son État. Elle fait partie des Marocaines qui relèvent le défi de l'entreprise, un écosystème qui n'est pas du tout repos. Retour à Sarah Katir. C'est en 2014 que Wassila Dahour a décidé de créer sa propre entreprise spécialisée dans le développement informatique. Et ce, après avoir passé 10 ans comme employée dans le secteur privé. Une expérience professionnelle qui lui a permis de mener à bien son propre business où elle est plus indépendante et plus libre de ses choix. Face à cette décision, je savais que la tâche va pas être facile. Il y a différents obstacles à soulever, surtout l'obstacle financier. Il faut chercher le financement de l'entreprise qui n'était pas à l'époque accessible, des taux d'intérêt très élevés, des garanties personnelles. Il fallait aussi développer le portefeuille client. Comme vous le savez, au démarrage, les clients font pas confiance aux jeunes entrepreneurs, donc il fallait beaucoup d'efforts, un travail rigoureux. Les débuts étaient certes difficiles, mais Wassila a assuré la pérennité de son entreprise et a pu faire face à d'innombrables problèmes, dont notamment celui du financement. Pour elle, le programme Intelaka est une aubaine pour les jeunes porteurs de projets. Il permet un financement plus accessible, des taux d'intérêt intéressants, c'est-à-dire on peut trouver 2% dans le monde urbain, 1,75% dans le monde rural, ce qui est important, très intéressant. Les garanties sont plutôt sur le projet lui-même et non plus des garanties personnelles. Et un point qui est très important, c'est l'accompagnement et le conseil. C'est-à-dire on peut avoir cet accompagnement même avant le financement, chose qu'on n'a pas eu nous au départ. Il suffit donc de préparer son business plan soigneusement pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat au féminin et être créatrice de richesses et d'emplois. Mais le chemin reste encore très long puisque les femmes ne représentent qu'entre 10 et 12% des entrepreneurs à l'échelle nationale. Ils sont un peu plus de 160 000 Marocains à vivre au pays de l'érable, mais le lien avec la mère patrie est viscéral. Plus que cela, nos compatriotes établis au Canada tiennent à bâtir de nouvelles passerelles entre leur terre d'origine et celle d'accueil. Une volonté affichée dans le cadre des réunions tenues à Montréal et à Toronto avec la ministre déléguée aux Affaires étrangères, à la coopération africaine et aux Marocains résidant à l'étranger. Sur place, le sujet est signé Oudam Sahel et Adna Larraz. Le commentaire est d'Oumaïma Ramli. Montréal, la plus grande ville du Québec, un fief pour l'industrie canadienne. Cette ville effervescente accueille un grand nombre de Marocains. Au nombre de 85 000, ils investissent avec brio divers secteurs et se montrent disposés à faire profiter leur pays d'origine de leurs compétences. Ici, ils se sont retrouvés pour débattre, proposer et surtout innover.
Notre regroupement a été créé il y a 2 ans déjà et l'objectif de ce regroupement, c'est de mobiliser les compétences marocaines au Canada pour jouer un rôle un levier pour le développement économique au pays. Investisseurs, porteurs de projets et d'idées novatrices. Pour les Marocains du Canada, ce forum est un pont entre leurs 2 pays. Nous sommes ici pour créer un lien institutionnel continu et qui s'inscrira dans le temps entre cette expertise qu'ont les Marocains établis au Canada et les divers ateliers initiés au Maroc. On essaie autant que faire se peut de sensibiliser les Marocains de Montréal quant à l'importance de faire profiter le Maroc de leur expertise et contribuer à l'effort de développement que connaît le Royaume. À pas moins de 7600 km de distance, la communauté marocaine du Canada garde un lien étroit avec son pays d'origine, un lien que renforce ce genre de réunion. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous rester fidèles. À 21h, l'info est de retour. Au plaisir de vous retrouver demain.